Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un avertissement en lettres capitales que Donald Trump vient de lancer au pouvoir iranien. Donald Trump a-t-il réellement l'intention d'entrer en guerre contre l'Iran ? Capitulation sans condition. Il ajoute: Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. Nous n'allons pas l'éliminer. Du moins, pas pour l'instant. Notre patience est à bout. Merci de votre attention. Trump a toujours dénoncé les interventions américaines à l'étranger. Je veux mieux qu'un cessez-le-feu. Une fin. Je veux une fin réelle, pas un cessez-le-feu. Et Donald Trump, vous l'avez entendu, exige donc une capitulation sans condition du régime iranien. Le président des États-Unis dit vouloir épargner pourtant la vie de Ali Khamenei, pour le moment en tout cas. Il dit savoir exactement où il se trouve et il appelle soi-disant, en tout cas celui qu'il appelle soi-disant le guide suprême. Alors parlons vrai. Imaginez-vous, une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran. Et à cette question, capitulation sans condition du régime iranien, les menaces de Trump sont-elles crédibles? Vous dites oui à 51%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Stéphane Simon est avec nous, co-auteur ce livre 7 octobre, La riposte, un livre enquête sur la guerre secrète entre Israël et l'Iran. Il a annoncé déjà début avril que l'arsenal nucléaire iranien serait la dernière phase de la riposte israélienne au 7 octobre. Merci beaucoup Stéphane Simon d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Alors, est-il nécessaire de revenir sur le fait que le président Trump a complètement changé par rapport à ses promesses initiales, puisqu'il envisageait véritablement de rester dans le domaine clos de l'Amérique et de ne plus intervenir ailleurs. Deuxième observation, je suis frappé parce que ça ressemble à la psychologie de Trump par ce verbe à ciel ouvert, quoi. C'est assez hallucinant de voir à quel point il énonce ce qu'il fait, ce qu'il ne fera pas, comment il juge les autres, un langage très peu diplomatique et une manière ostentatoire de montrer les coutures d'une politique internationale qui en général doit demeurer secrète. Dernier élément, et en effet je finis, nous avons en Israël des panneaux qui disent terminer la guerre en souhaitant terminer l'action, enfin l'action iranienne, en suggérant au président Trump de le faire. Eh bien, peut-être, enfin, s'est-il décidé à répondre à cette injonction. Françoise Degois. Oui, moi je suis surtout frappé qu'on mélange tout, c'est-à-dire que évidemment la réponse et le dernier acte au 7 octobre après l'éradication du Hamas, du Hezbollah, c'est le régime iranien, mais je suis frappé qu'on mélange Gaza et l'Iran, c'est-à-dire autant l'attitude de Netanyahou est inacceptable sur Gaza, autant il faudrait soutenir véritablement ce que Israël est en train de faire en Iran. Je suis sidéré de voir que la nuance ne se fait pas dans le débat public français, c'est même tout à fait honteux. On ne peut pas confondre les deux. On ne peut pas confondre les deux. Et le droit international, que disent les avocats du droit international alors que l'Iran est en train de bombarder des civils tous les soirs? Ils bombardent Tel Aviv tous les soirs. Je ne sais pas si vous avez vu les images d'hier, c'est hallucinant. Donc moi je pense que Donald Trump, c'est sa manière d'être. On dirait que vous découvrez, Philippe, vous savez très bien qu'il a toujours fonctionné comme ça. Dernier point, est-ce que les États-Unis terminent, c'est-à-dire en utilisant les fameuses bombes qui pèsent 14 tonnes, qui sont capables de descendre très profondément sous terre pour faire sauter les installations nucléaires? Il est possible que ce soit ça, mais en tout cas, je pense que c'est insupportable que l'Occident et que les nations se déchaînent comme ça sur Israël, sur cette action-là, alors que Israël, comme toujours, va faire le boulot le plus dégueulasse pour le bien de nous tous. Quant à la guerre dont parle Ali Khamenei, bien sûr, ce n'est pas la guerre balistique, c'est la suite, les attentats pourris. On sait très bien ce que l'Iran peut nous réserver véritablement en la matière. Sébastien Ménard. S'il y a une certitude, c'est qu'effectivement l'Iran peut mettre un certain nombre de nos capitales à feu et à sang, ils l'ont déjà fait par le passé, et ça sera vraisemblablement la seule réponse qu'ils pourront apporter. Même si effectivement vous avez raison, Françoise Degois, de rappeler que on a des attaques de drones, on a des bombardements du matin au soir, etc., sur effectivement des civils en Israël. Et vous avez aussi précisé quelque chose de très important, c'est que nous vivons
dans un cadre diplomatico-hypocrite général, puisqu'effectivement, moi je n'entends qu'autour de moi des gens conspuer ou critiquer l'attitude d'Israël, évidemment. Même à droite, c'est pas... Et faire l'amalgame entre l'attitude juxtaboutiste, contestable, de ce qui est fait par Netanyahou à Gaza et cette guerre qui d'ailleurs, le mot est mal choisi parce que c'est pas une guerre préventive qu'on fait contre les installations nucléaires iraniennes. On fait la guerre au mal, on fait la guerre à des gens qui nous menacent de mort, parce que c'est quand même ça le sujet. Donc aujourd'hui, est-ce que les menaces de Trump sont-elles crédibles ? La réponse est oui. Et quoi que puisse en dire le principal intéressé, parce qu'effectivement vous avez raison Philippe Bilger de dire qu'il dit ce qu'il va faire, il fait ce qu'il va dire, mais pas complètement. Il dit pas que vraisemblablement il a clairement donné son accord à Netanyahou pour intervenir. Voilà, donc notre invité Stéphane Simon nous le confirmera peut-être, mais en tout cas il y en avait certains qui, comme dans son livre, il l'avait présupposé, que donc c'était su, c'était écrit, c'était même programmé. Donc aujourd'hui, est-ce que la menace de Trump est-elle crédible ? Oui, et elle viendra quelque part terminer, j'ai envie de dire, le boulot, si Israël n'est pas capable de mettre un terme au régime des Mollahs. Vous craignez des attentats organisés par l'Iran comme en 1986 ça avait lieu en France, où vous pensez que nous sommes protégés? La rue de Rennes, rue de Rennes, bien sûr. Chapour, Bakhtiar, etc. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Stéphane Simon, co-auteur de ce livre, 7 octobre, la riposte, un livre enquête sur cette guerre secrète entre Israël et Iran. On est face à deux pays totalement déterminés et qui n'écouteront personne, soyons clairs. Donc la menace de Donald Trump, on voit bien qu'elle tombe à l'eau et au contraire qu'elle peut se retourner contre lui. Vous savez, moi je crois que Donald Trump et Benjamin Netanyahou jouent un rôle, sont très complices et se sont distribués les rôles. Pour moi, il est évident que cette fois-ci, c'est Donald Trump qui joue le good cop et Benjamin Netanyahou le bad cop. Voilà, et en vérité, il n'y a pas l'ombre d'une divergence de vue entre les deux hommes. Ils souhaitent l'un comme l'autre en finir avec le régime des Mollahs. Il y a forcément des annonces qui sont destinées aux opinions publiques, aux journalistes du monde entier. Nous sommes tous un petit peu manipulés par les déclarations de Trump. On peut dire que les médias français, qui sont vraiment pas les mieux informés en France, relayent des éléments qui sont complètement faux, comme par exemple, il y a 3 jours, on disait que Donald Trump était contre l'élimination de l'ayatollah Khamenei, pardon. Khamenei, tout à fait. Déjà. Oui, c'est plus ancien. 89. Voilà. Il se trouve que cette information, si vous la cherchiez sur les sites anglo-saxons d'information, elle n'était donnée nulle part. Et pour cause, moi je rappellerai simplement que lorsqu'on a terminé de rédiger notre livre, donc au mi-février, on l'a terminé avec le dernier chapitre qui était la visite officielle de Netanyahou à la Maison-Blanche. C'était le premier chef d'État du monde à être reçu par Trump nouvellement réélu, si vous voulez. Donc c'était pas du tout un hasard, et d'ailleurs la complicité des deux hommes se voyait dans cette espèce de plaisir des retrouvailles, et même dans le cadeau très symbolique qu'avait fait Benjamin Netanyahou au président américain. Il lui avait offert un pager, la réplique de pager piégé avec lesquels ils avaient pulvérisé la chaîne du commandement du Hezbollah en septembre 2024. Donc vous voyez que dans ce contexte, Trump était absolument ravi de ce cadeau et a dit ah oui, c'était une sacrée opération. Enfin, on sentait entre les hommes une complicité absolument dingue, et cette complicité absolument dingue, eh bien elle ne s'arrête pas. D'ailleurs, je fais remarquer quand même quelque chose que personne ne raconte, c'est que Donald Trump a donné quand même un ultimatum au régime iranien. Il leur a dit: je vous donne 2 mois, 60 jours précisément. Si, tout le monde l'a raconté ça, Stéphane. Alors il y avait des très très bons papiers, 60 jours, et ça a été l'attaque a été lancée au 61e jour. Hein. Oui, bien sûr, ça a été raconté donc vous voyez, tout ça se partage de façon évidente, et je crois que il faut se dire qu'aujourd'hui la guerre a pris
pour prétexte l'urgence évidemment qu'il y avait à démanteler l'arsenal nucléaire iranien, parce que c'était une urgence du calendrier, mais qu'en revanche, la chute du régime des Mollahs est programmée dans la tête des deux hommes depuis un certain temps, et je vais même ajouter on peut poser une question. On peut vous poser une question en fait. Bien sûr. Oui, pardon. Philippe, c'est toi. Juste, Stéphane, deux choses. Gaza n'est pas l'Iran, mais est-ce que l'inquiétude manifestée par certains aujourd'hui ne vient pas du fait que d'abord, évidemment, qu'on l'appelle préventive ou non, Sébastien, Israël a agressé l'Iran? Premier point. Et deuxième point, une inquiétude sur ce qui pourra se passer après. On ne sait rien. Est-ce que là, il n'y a pas une double inquiétude qui explique la réserve d'une partie de l'opinion française? Enfin, excusez-moi, je rajoute une question à ce qu'a dit Philippe Bilger, mais quand on voit ce que les proxys iraniens ont mis à Israël entre le Hezbollah et les Houthis, est-ce qu'on n'est pas dans la région et le Hamas, est-ce qu'on n'est pas dans la légitime défense quand même? Non, mais c'est pour ça que je rajoute la question. Oui. Depuis le début, depuis le 7 octobre, évidemment, Israël répond à une attaque sur son territoire qui a été la plus meurtrière depuis la Shoah. 1200 morts, 7400 blessés de tête et 243 otages. C'était du jamais vu sur le territoire. Bien sûr. Et de l'État hébreu. Par ailleurs, quelle était la question? Parce que vous en avez posé tellement que non, plus à laquelle répondre. D'abord, on se demande, vous évoquez, Françoise le disait très bien, il y a des gens qui en France ne sont pas des inconditionnels de l'intervention israélienne. Je vous demandais cette question toute simple, est-ce que ça ne vient pas du fait que, évidemment, qu'on la qualifie ou non de guerre, d'agression, c'est le cas en l'occurrence contre l'Iran. Et deuxième élément, on a peur de ce qui se passera après. Vous savez, si on avait eu peur de ce qui se passait après, quand on est allé bombarder, les Alliés sont allés bombarder à Dresde les restes du régime nazi, et qui ont fait 400 000 morts, je le rappelle, à l'époque, on ne s'est pas beaucoup posé la question. Il n'y a pas de guerre propre, malheureusement. C'est très difficile. C'est très difficile, évidemment, de savoir. C'est pas un parcours, comment dirais-je, semé de pétales de rose. La guerre, c'est toujours compliqué. Il y a toujours une part d'incertitude. Oui, Stéphane, moi j'entends ce que vous dites. Les réactions des uns et des autres. Oui, mais j'entends tout ce que vous dites, mais vraiment, je vais compléter la question de Philippe Bilger. Vous savez très bien, vous connaissez l'Iran, vous connaissez ce peuple iranien. Il est particulier, d'abord parce qu'il a une culture que peu de gens ont dans cette région. C'est très puissant. Dans les mots de Ali Khamenei, quel que soit ce qu'on pense de Ali Khamenei, il qualifie parfaitement bien son peuple, qui est un peuple qui ne peut pas accepter la soumission, mais ça c'est depuis la nuit des temps en réalité. Ça c'est le premier point, et donc je vais jusqu'au bout. Dans quoi est-ce qu'on rentre? C'est ça le vrai sujet. Iran-Irak, 1 million de morts de chaque côté. Personne n'a... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'irrédentiste chez les Iraniens. Cette guerre, elle doit se terminer très vite, si j'ai envie de vous dire, sinon elle va durer trop longtemps, en fait. Moi je voudrais juste vous rappeler que le régime des Mollahs est un régime particulièrement impopulaire. Je crois que les Iraniens sont quand même massivement... Évidemment, ils ne sont pas joyeux que le salut vienne des avions israéliens, peut-être, mais je pense que ça plus commence... les Américains, ils sont plus en colère contre les Américains que les Israéliens, je pense. Les Iraniens. Et pardonnez-moi, je crois qu'ils ne seront pas très nombreux à se soulever en dehors, mais c'est déjà quelque chose d'assez important, en dehors des 180 000 représentants du corps des gardiens de la révolution islamique. Il n'y aura pas beaucoup d'Iraniens pour descendre dans la rue et pour sauver la tête de Khamenei. Il faut savoir que, c'est un dictateur, 2, c'est un dictateur très corrompu, qui avait comme projet d'installer son fils à sa place, qui est lui-même parti en Russie maintenant. Je pense que non, je pense que évidemment ça ne se fait pas dans le quart d'heure, si vous voulez. Quand vous sortez de 46 ans de dictature, un peuple est brisé, donc forcément il faut qu'il reprenne un peu confiance. En plus, c'est un peuple désarmé qui a vu tous ses leaders décapités les uns derrière les autres quand ils n'étaient pas pendus. Donc, si vous voulez, le peuple iranien va prendre son destin en main. Moi, c'est ce que je pense et ce que j'espère d'ailleurs. Et autant je comprends assez difficilement qu'on ait eu aussi peu de réserves quand on a fait tomber le colonel Kadhafi, aussi peu de réserves. Bien sûr, vous avez raison.
Et puis là, d'un seul coup, pour Ali Khamenei, on va avoir des prudences de chioux. Non, personne n'a de prudence. Personne n'a de prudence. On connaît juste l'Iran, c'est tout. Il nous reste très peu de temps parce que là, vous parlez très longtemps. 0826 300 300. Thomas est avec nous. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir. Super intéressant votre sujet là. Malheureusement, je crois que ce qui se passe dans la tête de Trump, il y a que lui qui est capable d'en parler. Mais moi, ce que je pense, c'est que si les États-Unis n'interviennent pas entre guillemets en personne, c'est-à-dire on ne voit pas de troupes à proprement dire, il y aura forcément une fourniture de moyens qui sera faite. Et ça sera peut-être le moyen aussi de mettre fin au régime des Mollahs en Iran, qui sévit depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Voilà. L'inconnu, c'est aussi ce qui va se passer après sur le monde occidental, derrière. Ça, personne ne peut le prédire. Et je pense que les services de renseignement doivent être sur les dents. Et ils n'ont pas fini de se faire du souci. Alors, c'est une info qui vient de tomber. Donald Trump affirme que l'Iran est entré en contact avec les USA pour négocier. C'est Donald Trump qui l'affirme. Sébastien Ménard. Mais ça veut dire, tout ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas, le Pakistan va pas lever le petit doigt pour mettre l'Iran sous le parapluie nucléaire. Son problème, c'est l'Inde. Et que pour l'instant, et vice versa. Et que pour l'instant, on n'a pas non plus. On a les Chinois bougent pas quoi. Donc ça bougent jamais les Chinois. C'est la puissance centrale d'équilibre. Donc en fait, tout le mythe autour de l'Iran qui était l'allié finalement des non-alignés, la Russie, la Chine, etc. Finalement, il y a personne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous venez de nous dire qu'effectivement, ils sont prêts à discuter avec les États-Unis. Voilà, à défaut d'être rayés de la carte. Stéphane Simon. Vous savez, il faut se méfier d'une chose, c'est-à-dire que le guide suprême, ça fait des années qu'il promet une pluie d'horreur, des feux de l'enfer sur Israël. Il n'a jamais été. Et l'Amérique aussi. Et à l'Amérique, évidemment, on se souvient de des très nombreuses tirades sur le grand Satan, le petit Satan, et tout cela, c'est un peu un rêve de femme saoule, c'est-à-dire que c'est son rêve d'embraser l'expression, etc. C'est dingue. Pourquoi une femme saoule? Pourquoi pas un homme saoul? C'est une expression populaire. Je sais, mais elle est assez moche. Mais je crois, pardonnez-moi, mais je crois que en vérité, on voit bien que ce régime est non seulement lâché par son peuple, mais également très marginalisé sur le plan de la scène internationale. Et évidemment, il y a toujours des gens qui sont très soucieux du droit international qui vont dire que cette guerre ne se fait pas selon les codes du droit international. Mais les guerres se font rarement selon le code, selon les bons usages du droit international. On peut le regretter. Maintenant, ça ne sert pas à grand-chose de regretter les choses quand vous avez des armées qui se sont engagées. Moi, je crois qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une alternative. D'un côté, il y a des opérations terrestres. De l'autre côté, le plus vraisemblable, selon moi, un conflit plus long et qui va utiliser essentiellement le ciel aérien iranien, parce que les États-Unis, comme c'est surtout Israël, en a la pleine possession, la pleine maîtrise, et qu'ils ont du temps, parce que aujourd'hui les missiles iraniens, il y en a de moins en moins qui tombent sur Tel Aviv. On voit des drones, on voit encore des roquettes. Mais on est passé de 300 missiles à la nuit dernière, je crois, une dizaine. C'est-à-dire c'est beaucoup moins qu'avant. Voilà, donc je pense que c'est avec une guerre d'usure plutôt, et qu'au final, le régime iranien finira par partir. Merci beaucoup Stéphane Simon, co-auteur de ce livre 7 octobre, La Riposte, un livre enquête sur la guerre secrète entre Israël et l'Iran. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai.